Alors, pour accompagner, d'abord pour créer cette offre écotouristique culturelle, plusieurs des intervenants ont signalé la nécessité assez évidente d'identifier les potentiels. D'identifier les potentiels. Avec notamment une question qui est que parmi ces potentiels culturels, naturels et culturels, tout n'est pas nécessairement valorisable ou il n'est pas forcément bon de vouloir tout valoriser. Il y a certains patrimoines qui sont assez évidents. Hein. On a parlé de patrimoine viticole sur lequel on trouve assez facilement la capacité des acteurs et le potentiel du patrimoine à être valorisé sans que ça porte préjudice. Et puis, il y a d'autres potentiels qui sont moins évidents, certaines activités artisanales qu'on pourrait avoir envie de valoriser, mais qui nécessitent quand même une approche, qui ont besoin peut-être un peu de confidentialité parfois, et qui nécessitent des approches différentes. Tout n'est pas valorisable ou exposable, ou tout ne devient pas objet touristique culturel, en fait. Donc ça, je pense que c'est assez important. D'autant que derrière ça, assez immédiatement, se pose, une fois qu'on a identifié des potentiels, comment on forme les acteurs, ceux qui sont à la source de ces potentiels, de ces savoir-faire, de ces activités, sachant qu'ils ne sont pas tous nécessairement en capacité d'accueillir en qualité l'ensemble des personnes curieuses de venir voir ces patrimoines. Et puis, assez évidemment, une grande question que se posent la plupart des grandes villes qui ont des patrimoines historiques prestigieux, hein, c'est comment on gère les flux, comment on gère tout ça, comment on anticipe les effets potentiels négatifs, notamment d'une surfréquentation, plutôt que comment on la gère après coup quand c'est trop tard. Et on voit bien que, là je fais un petit écart, hein, et je vois que Pierre, je pense, soutiendra, on voit bien que déjà les grandes villes qui ont les moyens de réagir sont confrontés à ça et ont un mal de fou, hein, qu'on parle de Paris, de Barcelone ou de Venise à régler les problèmes générés par ça. Alors vous imaginez, dans les territoires plus petits, comment on pourrait gérer ça. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ça. Et c'est vrai que souvent, emporté par l'élan, on n'entend pas bien cette question. Elle n'est pas drôle, elle freine un peu, c'est un frein. On l'entend pas bien. On sent que potentiellement, les élus, les collectivités aimeraient sans doute, sous couvert de développement local légitime, pouvoir valoriser tout ce qui est valorisable. Donc c'est quand même une question qui est revenue plusieurs fois et qui d'ailleurs va militer pour un point suivant, qui est aussi une autre question très importante, c'est pour pouvoir développer ces patrimoines, valoriser ces patrimoines, il paraît assez essentiel d'associer les riverains, les populations, pour éviter les effets de ras-le-bol, dus aux effets négatifs, et aussi parce que ces riverains, ils doivent être aussi source de la qualité de l'offre, du produit, source acteur de cette offre-là, l'accepter, la valider, trouver des solutions le cas échéant quand elles ne sont pas évidentes, de façon assez générale, intégrée, quitte à associer certains des réseaux qu'on a vus qui sont porteurs d'un peu de recul, d'intelligence aussi, qui sont capables de prospective, d'appréhender, de mettre à disposition des expériences, des retours d'expérience, etc. Donc là, je voulais citer la formule de Nicolas Houdard que j'ai trouvée intéressante, qui disait « On passe d'une logique client qu'on veut satisfaire à une logique de résident, population résidente dont on veut gérer la qualité de vie ». Donc ça, c'est quand même assez important. Ça rejoint pas mal de des préoccupations qui ont été citées. Alors, j'en viens maintenant à la question de l'intérêt des réseaux par rapport à cette question touristique. Certains ont dit le tourisme, contrairement à d'autres activités qui sont plus sectorielles, c'est une activité transversale. Donc on voit tout de suite, évidemment, s'agissant d'une activité transversale qui mobilise des acteurs, des savoir-faire, des sphères d'activités très différentes, l'intérêt du réseau, puisque la vocation même du réseau, c'est de mettre en commun des gens qui ont, le cas échéant, des capacités différentes et qui vont permettre justement d'aborder cette question touristique de façon transversale aussi. Donc ça, c'est un du sujet les plus évidents du rôle des réseaux.
Alors ensuite, on a parlé de ces rôles des réseaux itinéraires dans une vision conceptuelle. C'est pas simplement l'itinéraire physique, c'est l'itinéraire aussi qu'on peut imaginer autour de produits, de projets, de symboles. Itinéraires sportifs, itinéraires culturels, patrimoniaux. Et alors notamment, on a parlé la route des Phéniciens, la route d'Artagnan, certaines villas. Et donc, on voit que là aussi, il y a dans ces réseaux une utilité très importante, c'est celle de créer en fait à la fois un dialogue interculturel, et on sent bien qu'au niveau méditerranéen, c'est très important, fondamental pour notre avenir à tous, que ce dialogue, de faire partager aussi, de faire connaître des patrimoines qui sont souvent méconnus et qui donc sont aussi quelque part source d'ouverture des esprits, d'appréhension de la différence, donc forcément de plus de tolérance aussi, qui est forcément très importante dans nos civilisations et au cœur de cette Méditerranée qui nous est chère. Il y a cette question donc de s'ouvrir à la culture de l'autre, comme disait Pierre, d'aller à la rencontre. Les itinéraires, c'est fait pour ça, c'est pour aller rencontrer des gens. C'est notre essence d'humain, ça, clairement, notre besoin de sociabilité. La question aussi, peut-être pour certains qui disaient qu'on peut créer autour d'un itinéraire un événement qui va rassembler au fur et à mesure de l'avancée toutes les populations, tous les riverains de cet itinéraire et créer une forme de sentiment d'appartenance, de partage. Chacun va repartir après en ayant un sentiment assez fort. Je pense que ça fait partie aussi de la nature humaine d'appartenir à quelque chose de commun. Ça fait du bien. Et donc ça peut faire... Ça, c'est aussi un des rôles des réseaux. Alors bien sûr, le rôle des réseaux classiques, qu'on connaît tous, notamment dans nos institutions, bien sûr, c'est de faire connaître les meilleures pratiques, d'aider les uns et les autres à aller chercher des financements, du coup avoir plus de moyens pour faire des expériences, pour les partager, pour les faire connaître, pour communiquer, etc. Ça, c'est assez évident. Mais on a parlé aussi de cette question de partager des valeurs. Au niveau européen, ces réseaux, ils ont une vocation qui est de partager toutes ces valeurs que nous partageons dans la construction européenne notamment, et notamment des valeurs de solidarité. Donc certains des réseaux, leur vocation, c'est de permettre aussi à tous l'accès aux vacances, à la culture, à la connaissance de ces patrimoines, à l'ouverture, si on peut dire. Donc ça c'est... Je pense un petit peu pour globalement, boucler la question un petit peu de... Enfin, j'espère que j'ai rien oublié, mais de l'intérêt des réseaux et des réseaux de réseaux. Et j'arrive quasiment au bout. Alors, on a aussi évoqué la notion de carrefour comme quelque chose, carrefour de ces différents réseaux, permettant de mettre en commun ou de faire se croiser différentes approches comme culture, sport, nature. Pour donner un exemple, permettant de construire donc des événements qui ont les mêmes intérêts que tout ce que j'ai évoqué avant et permettant de faire partager. Alors c'est comme ça sans doute que le ministère de la Culture veut travailler avec le ministère des Sports pour créer des choses importantes, utiles autour de valeurs en plus du sport, des JO pour les prochaines Olympiades. Je crois que c'est en 2024 si je ne me trompe pas. Alors pour terminer, 2-3 petits points qui m'ont semblé importants que je voulais partager aussi. Plusieurs ont évoqué un sujet majeur, donc l'importance de cette approche bottom-up, ascendante, a dit une personne, qui part des territoires et de la capacité des accueillants, des acteurs locaux à accueillir, et donc de la formation de ces personnes et de leur co-construction, de la co-participation à l'objet touristique qu'on veut vendre sur le territoire. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet très important. Ça ne peut pas venir d'en haut, il faut que ça soit co-construit. Et ça permet aussi de co-construire avec les jeunes, dans plusieurs de nos territoires, qui sont quand même un peu notre avenir, dont on a bien compris à un moment de la journée, ou hier soir, je ne sais plus, qu'ils n'ont pas la même vision des choses que nous, qui sont plus sensibilisés aux questions de nature, qui sont très sensibilisés aux questions d'adaptation aussi au changement climatique, et que donc ils peuvent être dans ces collectifs locaux qui préparent l'objet touristique, source de solutions. Toute cette intelligence collective, elle peut être source de solutions pour s'adapter aussi à ce sujet qu'on a évoqué et qui est très important pour les sites touristiques, c'est comment on s'adapte au changement, et notamment pour les sites de montagne qui ont bien dit qu'il faut construire des solutions innovantes pour passer d'une garantie de neige à une garantie d'activité.
c'est ce qu'a dit, je crois. Et donc, on voit bien que les jeunes, nos jeunes, sont sans doute pour ces innovations, je dirais, une population très importante qu'on doit mobiliser. Et parce que c'est eux demain qui vont porter les territoires. Donc, le dernier point qui me paraît majeur, c'est ce que disait Éric, qui nous a rappelé quand même que la finalité, c'est aussi un tourisme écologique, quelque part. Parce qu'il y a une vraie question, celle que j'évoquais au début, qui n'est pas du tout évidente, parce qu'on est tous mus par cette envie de déploiement, cette envie d'aller au-delà, d'aller plus loin, de faire des nouvelles choses, d'investir de nouveaux territoires, de montrer, de partager, qui n'est pas du tout évidente que dans ce partage, on maîtrise l'équilibre et la gestion des flux. Et qu'on préserve à la fois la capacité d'accueil des riverains et la capacité de charge, comme on dit, de nos écosystèmes et de la nature. Donc ça, c'est un vrai défi. Je pense qu'on a besoin à la fois de la réflexion des gens qui cherchent sur ces sujets-là, et on a besoin de la confrontation des différents acteurs, et notamment des locaux, y compris avec les gens qui ont ceux qu'on a vus hier soir, qui sont les penseurs, pour trouver des solutions à ça, et ne pas se retrouver dans les situations où, en fait, on subit une fréquentation qui est impossible à juguler, plutôt que d'avoir anticipé et organisé la régulation. Donc ça, c'est très important. Et je terminerai par ça en disant que moi, j'ai bon espoir que quand même dans ces territoires qui ne sont pas tous des grandes villes, on y arrive avec beaucoup d'intelligence en mettant autour de la table tous les acteurs concernés. Voilà. Merci Anne-France, bravo, parce que ça a été très très riche. Donc j'avais conclu l'atelier en proposant avec Defimed que l'ensemble des réseaux qui ont participé à l'atelier 2 et ceux qui n'ont pas pu participer, que je dois avoir en visioconférence prochainement, puissent participer au mois de l'écotourisme euro-méditerranéen transfrontalier 2022 et qu'ils puissent mettre en avant des sites ou des actions emblématiques de leur tourisme culturel et écologique. Et j'espère bien qu'au moins on pourra faire ça, ce qui serait déjà absolument remarquable. Voilà, donc merci Anne-France. On pourra réagir, vous pourrez réagir, on a jusqu'à 5 heures pour réagir. Je vais laisser Guylaine parler. Petite parenthèse, je suis très content d'apprendre. Alors, je vais reciter Adrien qui a fait un boulot absolument formidable. Vous voyez, maintenant il est aux manettes du son. C'était pas prévu ça, donc voilà. On dirait un DJ. Tu as une tête de DJ là. Et Adrien qui fait à peu près tout, là, voilà, qui gère, ils gèrent ensemble. Alors Lucas était là hier soir. Tout ça me disait que l'enregistrement d'hier soir, la vidéo d'hier soir de la table ronde qui a été postée, a fait... ça y est, j'ai un trou. Le chiffre est trop important pour moi. Combien de vues, tu m'as dit? 2500 vues, voilà, sur Facebook en si peu de temps. Voilà, donc quand même, on peut... Alors bien sûr, ils n'ont pas été forcément vus entièrement, mais il a été quand même aperçu au moins, voilà, et on peut être fier, ce n'est qu'un début, je l'espère. Et tout le reste, avec Patricia qui donnera le feu vert, mais sera mis bien sûr dans les posts YouTube et Facebook. Voilà, donc c'était la petite intermède, et maintenant Guylaine, j'ai hâte d'entendre, j'ai juste entendu un tout petit bout de la fin, mais entendre le fruit de votre atelier numéro 1 qui... J'ai vu des yeux briller de bonheur de cet atelier, donc ça a été apparemment un vrai succès. Bravo bien sûr à François, François Huette pour son... Enfin, je devine du coup que ton animation a été excellente, sinon il ne serait pas revenu avec les yeux brillants. Bravo à toi. Merci. Bon, on a commencé un petit peu, c'était un petit peu difficile au début parce qu'on avait des conditions d'écoute qui n'étaient pas optimales. Et puis on a pu résoudre ça à chacun en déplaçant sa chaise. Et c'est vrai qu'on a passé un très très bon moment tous ensemble. Comme quoi, c'est aussi comme pour souvent quand on fait de la construction, ça prend un peu de temps, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Et voilà. Alors, je vais essayer d'être concise et d'aller un peu vite sur des sujets qui ont déjà été. Anne-France, tu as déjà... Enfin, il y a, bien sûr, forcément, les thématiques se regroupent, mais non, peut-être pas le même éclairage, puisque nous, on avait plutôt l'éclairage des citoyens et des touristes que nous sommes.
Alors, on a d'abord eu une présentation d'acteurs du tourisme. Donc, on avait le conseil départemental et donc la fédération du tourisme tunisien. Et ils se sont parfaitement regroupés en disant que la création, alors je vous rappelle que l'objet c'était quel est le rôle de la société civile dans la création d'un réseau, donc toujours cette idée, mais côté société civile. Alors eux, ils disaient que de toute façon, il fallait, ces institutions disaient qu'il fallait fédérer les acteurs, les recenser pour créer une identité commune, donc l'idée de la base de données, mettre en avant les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, on les met en avant pour faire de la dissémination et pour expliquer et pour montrer, pour donner l'exemple, et faire vivre et expérimenter l'écotourisme aux citoyens. Voilà, donc on retrouve ce qui a été dit tout à l'heure. Ensuite, on a eu des producteurs, et là c'était très très intéressant parce que on voyait ce qui était frappant, c'était leur passion. C'était leur passion de transmettre le plaisir qu'ils ont à avoir leur activité. Alors bon, c'était Hassan, je ne sais plus où il est. C'est où Hassan? Voilà, Hassan et Rémi, hein, qui donc nous ont emportés avec leur passion de transmettre, d'éduquer. Alors c'est des gens qui sont amoureux de leur territoire et en plus ils sont très bénéfiques à leur territoire. Donc là, on a vraiment, je dirais, le bel exemple, la très bonne pratique d'une activité qui est économique, mais qui est aussi éminemment citoyenne et qui emporte ceux qui y viennent. Et puis, on a eu une très belle présentation de Richard Duvauchel par rapport au musée Escoffier. Et on a découvert que l'écotourisme, tel qu'on en parle aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe et que quelqu'un comme Escoffier, avec son traité sur la pauvreté, avait longtemps compris qu'une activité économique, elle devait d'abord être bénéfique au territoire et aux humains qui sont autour. Après, on a eu Van, qui s'est posé la question de tout ce qui est de la création qui nous a donné son sentiment sur déjà tout ce qu'il a fait par rapport au site d'Efimed, sur ces outils numériques qui nous permettent d'échanger, qui nous permettent de recenser, qui nous permettent de communiquer et qui nous permettent d'avoir de la connaissance. Et donc, c'est vrai qu'on a une base de données, c'est vrai qu'on a des critères, c'est vrai qu'on a des critères, écologiques basés sur les objectifs de développement durable de 2015 des Nations Unies. Mais c'est encore à travailler et c'est déjà un bon départ. Et pour répondre aux histoires de flux, très tôt, on a mis en place, pour les événements que créent les producteurs sur leurs fiches, on a la jauge. Hein. Donc, et ça, c'est très important. On avait beaucoup insisté là-dessus. Et c'est quelque chose qui, c'est du pratico-pratique, mais ça permet déjà de mettre en avant de permettre d'avoir des expériences qui sont dans des conditions de nombre qui sont tout à fait vivables et agréables. Voilà. Et puis après, Azad nous a fait une très belle présentation, mais je ressortirai deux choses. C'était le touriste, ne pas négliger que l'habitant peut être aussi un touriste local. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Alors quand on le dit, ça nous semble évident, mais c'est vrai que les politiques touristiques, quand on parle d'industrie du tourisme, etc., il faut aussi, quelquefois, l'habitant est accueillant, mais l'habitant peut être aussi le touriste de la commune d'à côté. Et elle nous a parlé d'un mot, j'ai trouvé ça très très chouette, et je pense que ça va nous faire réfléchir. Elle a dit, peut-être ne pas confondre le touriste et le voyageur. Moi, j'ai trouvé que dans le terme de voyageur, il y avait quelque chose qui était peut-être plus de l'ordre de celui qui arrive, qui passe, et le touriste est plutôt dans nos images, quelqu'un qui est plutôt proche de la consommation d'un produit. Hasard. C'est François qui avait dit ça? C'était quand tu... Oui, mais Hasard, François, ça vous ressemblait aussi. Mais c'est très bien. Tu vois, l'intelligence collective est telle que je ne sais plus de quel cerveau c'est sorti. et donc, Alain nous a fait réfléchir aussi sur
la démocratie, parce que c'est sa spécialité, et j'adore quand il parle démocratie, quand il parle échange, quand il parle co-construction. Et donc, il nous a fait réfléchir sur les changements de comportement. Et donc, c'est vrai que là, on est dans des changements de comportement, des changements de concept, et des changements, c'est pas que des changements d'usage, c'est des changements d'image, et c'est des changements de posture. Et là, on est vraiment dans des changements qui sont très profonds. André, j'ai encore dit Alain. Tu mets, chaque fois, tu marques, et puis après, on s'arrange tous les deux. Pour mes excuses. Si, elle s'est exprimée, Fatma, au début. Elle est celle qui nous a présenté les objectifs du F2T, de FI2T. Et donc, alors, je vais faire une synthèse. Alors, je m'excuse, je ne peux pas tout mettre, tout ce qu'on a dit dans les ateliers, mais tout est écrit, on le garde, on va le retravailler, et j'ai essayé de sortir les grandes lignes, histoire de faire ce qu'on appelle une synthèse. Voilà. Alors, on a parlé de la gestion des flux, comme vous, et de la tension habitant-visiteur. Donc ça, c'est quelque chose à traiter, et à traiter aussi au sein du réseau, donc par des outils, et aussi par une manière de créer des événements. Et bien sûr, comme ça a été dit, inclure l'habitant à la réflexion de tout projet sur son territoire. Ensuite, on a dit qu'un réseau, c'était très intéressant pour favoriser les échanges d'expériences, touristes-touristes, touristes-producteurs, producteurs-producteurs, producteurs-collectivités, etc. Donc tout ça, tous ces échanges doivent échanger. Et on a parlé d'éventuellement d'échanger à l'aide de vidéos, à l'aide de textes, et de dire tiens, moi je fais ci, moi je fais ça. Et on a vu combien l'échange, notamment au niveau des producteurs, pouvait être très bénéfique, on le pense, au territoire. Donc c'est pour ça que c'est important d'associer le plus de producteurs possible dans notre réseau. Ensuite, ça va avec, hein, donc la formation et l'usage des outils digitaux, parce que, on aime bien ce qui s'est passé en 1910, c'était très très bien, mais aujourd'hui, on a des outils, et on est très content d'avoir des outils, et de pouvoir qu'on ait 2000 vues sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait hier soir, et probablement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les outils digitaux sont des outils, et comme on disait pour la langue, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Donc à nous d'en faire la meilleure des choses pour pouvoir magnifier nos relations et pouvoir faire une vraie interactivité. Et puis après, on est parti sur... et là, tous les groupes sont partis. Il y avait l'intervention très, très touchante d'Yves, qui, je sais, ça fait partie de des choses qui lui tiennent absolument au cœur, c'est la sensibilisation de tous au vivant. Et moi, je dis le vivant, et je n'ai pas d'autre mot que dire la planète. C'est-à-dire que c'est changer le regard, changer notre regard sur ce qui nous entoure. Parce que le vivant, j'ai peur quelquefois que ça soit un peu réducteur sur la faune et la flore. Mais on a Brigitte Rollier qui nous rappelle aussi que ce sont des paysages, que ce sont des côtes, des traits de côte, que ce sont des roches, des minéraux, des montagnes, tout ça. C'est tout ça aujourd'hui. Hein. Donc c'est cette reconnexion qui est très très importante. Et là, on était tous d'accord, dans tous les groupes, c'est sorti, c'est travailler sur la jeunesse et avancer et créer le citoyen de demain. Et c'est vrai que DefiMed, avec DefiMed Jeunes, œuvre beaucoup, et nous avons le festival après-demain sur des jeunes qui sont déjà dans l'idée du tourisme, qui font des études dans le tourisme, mais on a trouvé qu'il fallait vraiment travailler beaucoup plus largement. Hier, ça a été évoqué aussi par Pierre dans la table ronde, d'agir dès l'école. Donc, on se dit qu'il faut peut-être, DefiMed peut-être relancer un peu plus tout ce qui est sur les classes nature, les sorties nature, les sorties patrimoniales, enfin bref, sortir les gamins de la classe pour leur faire voir le monde qui est dehors, avec des producteurs, avec des gens qui connaissent, je veux dire, aller faire un tour, aller sortir une classe chez Hassan ou chez Rémi, je pense que ça doit être ou chez...
ou à la Bigarade, ou monter là-haut, rencontrer les poulains qui ramassent qui cultivent le safran. Je veux dire que chaque fois, on a vraiment une vraie connexion, non seulement avec la nature, mais avec des gens qui sont convaincus et avec des humains qui sont exceptionnels et dont on n'oublie jamais la rencontre. Voilà. Donc je pense que là, il y a un beau chantier qui est peut-être pas si difficile à mener, mais c'est vraiment sorti de notre groupe. Voilà. Donc il y a des complémentarités. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Et nous avons du biscuit, comme on dit, avec tout ce qui a été fait ces 2 jours, ce jour et demi. Moi, je le disais une fois avec Eric, aujourd'hui, on est en train de changer. Avant, le touriste, et c'est souvent dit, le touriste était roi. Il arrivait, c'était le conquérant. Je dirais même un mot horrible, c'était un peu le colonisateur. Il arrivait là et puis on lui devait tout. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Aujourd'hui, c'est le territoire qui accueille et le touriste ou le voyageur, il doit être conquis et à la limite, si on ne le remarque pas, c'est encore mieux. Donc on doit se fondre, enfin aujourd'hui, le touriste doit se fondre dans le territoire. Donc il faut vraiment renforcer la réflexion sur les territoires. Et là, nous avons un vrai travail parce que ça a été très bien dit par Anne-France. Hein, et tous ces gens qui font des itinéraires, ils savent combien c'est de travailler avec les élus, les gestionnaires de territoire qui ont souvent cette vision très quantitative des critères quantitatifs de mesurer ce qu'est un bon tourisme. Et aujourd'hui, je pense que si on a au moins cette conclusion-là sur ces 2 jours, c'est que ben oui, il faut vraiment changer complètement de référentiel et partir sur le qualitatif et l'impact aussi. Hein, l'impact que, comme toute activité humaine, je le disais tout à l'heure en conclusion de l'atelier 1, quel que soit le tourisme n'est qu'une facette de la transition écologique. Et la transition écologique, elle nous oblige aujourd'hui à regarder, on est même obligé de changer de lunettes. Je veux dire, il faut changer le cadre. Le cadre, il faut l'enlever et il faut en construire un nouveau. Alors c'est difficile parce que le cadre est complexe et à mon avis, il n'est pas qu'à 2 dimensions. Voilà. Donc je vous remercie tous en tout cas pour cette belle journée. Je remercie Eric. Je pense qu'on peut faire une ovation à Eric parce qu'il a énormément travaillé sur ces 2 journées et il a réussi à vous réunir tous et réunir autant de belles personnes. C'est champion. Alain, si tu es là, Alain, tu me laisseras ton chapeau, s'il te plaît, parce que je me mettrai à la sortie pour récupérer vos oboles. J'aimerais bien, voilà, Alain, je te remercie, tu me laisseras ton chapeau. Je voudrais bien qu'on puisse interagir un tout petit peu quand même. Et puis, merci Guylaine pour le travail, parce que tu es à la fois intervenu dans l'atelier et tu fais le rapporteur. Là, ça, c'est quand même très fort. Puis bon, on ne va pas se remercier comme dans les Oscars ou les Césars, mais c'est vrai que Guylaine a apporté une grande dimension d'investissement, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a changé énormément de choses dans Défimed. Ça a boosté, notamment avec l'agence Neris. Alors je tiens à les citer aussi. Quel travail vous faites. Et Van, je t'ai entendu un petit peu tout à l'heure. J'espère qu'on va co-construire des choses avec vous parce que l'Internet est fondamental. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment un moyen maintenant qui est indispensable. Voilà. Soyons mesurés et efficaces. J'aime bien une adage. Je ne sais pas si l'adage est vrai. Il paraît qu'elle vient du Vietnam. À force d'aller à l'Est, on va à l'Ouest. Donc soyons mesurés, efficaces. Montons une action pilote en 2022 avec un maximum d'acteurs. Nous sommes des explorateurs à Défimed pour ramener les choses que peut-être on a toujours tendance à se perdre aussi avec Défimed, Anne-France. Ça a l'air de partir dans tous les sens. On n'a pas parlé du Maroc. Tu as vu le mail qu'on a reçu hier soir. Bon, il y a des partenariats qui sont en train de se conclure. Soyons des explorateurs. Nous sommes un réseau et nous avons envie de partager la Houbrée, le Jas du Rocher, la Bigarade. Grand rendez-vous, Hassan, tu sais, maintenant, dans l'Ariège à Lavelanet, donc camping des bons hommes et tout le projet que tu montes.
Richard, tu sais que je suis un grand admirateur de ce que tu fais au musée Escoffier. Donc vraiment, pourquoi pas organiser en 2022 une rencontre instructive, pédagogique, mais aussi avec cet homme Escoffier, son traité de la pauvreté qui est quand même incroyable. Un monsieur qui a créé des palaces avec Ritz. Donc ça peut paraître paradoxal, mais c'était un vrai monsieur, un grand humaniste. Et tu le racontes très bien, au-delà même du musée. Donc il y a des rencontres à faire où on apprend et on comprend ce que c'est que ce vivant, voilà, et cette culture. Donc moi, je vous propose, entre membres de Défimed, de nous organiser ces rendez-vous le plus souvent possible. On va reconduire, enfin, on va essayer de reconduire cet événement. Je dis que je ne recommencerai pas 2 événements successifs, puisque après-demain, donc c'est le festival Défimed Jeunes. J'ai beaucoup de respect pour les jeunes, mais là, j'avoue qu'en 48 heures, c'est quand même, ça va être quelque chose quand même. Donc, on repart d'ici 2 jours. Vous pouvez vous connecter et le suivre parce que nous avons 2 grands témoins exceptionnels. Adrien sera encore sur le pont, dès demain d'ailleurs, là-bas. Odalux, formidable, voilà. Stéphane Damiano, merci. Il nous a composé une musique et on a fait une rencontre à la Bigarde, concert qui était formidable il y a très peu de temps chez vous. Grand moment d'émotion. Voilà, c'est tout ça, Défimed. Ramenons les choses simplement. Nous sommes des gens qui avons envie de nous reconnecter au vivant. Est-ce que des sites écotouristiques dans le réseau euro-méditerranéen peuvent nous faire partager ces moments-là? Eh bien, nous, on se les crée à Défimed, on n'attend pas qu'on nous les crée. Voilà, c'est ça l'histoire de Défimed. J'aimerais bien avoir un petit peu des retours, notamment des 2 ateliers. Si, après l'écoute des 2 rapporteurs, vous vouliez réagir, est-ce que... je sais que, Richard, par exemple, tu as été inspiré par cet atelier. Tu peux nous en dire un mot? Alors, il faut que tu récupères un micro. Ah non, mais tu peux pas. Merci Adrien. Adrien fait vraiment tout là. Il va nous coûter cher. Merci. Eric, merci de me donner la parole. Moi, j'ai été très, très impressionné, très séduit par ce que j'ai entendu cet après-midi. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir été avec vous pendant les journées. Je t'ai promis que l'année prochaine, je vais cocher les 2 journées dans mon agenda pour être là. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le partage des expériences de chacun. Parce que Défimed, que j'ai connu à sa création, tu te souviens-toi, c'était tout petit, et puis c'est en train de prendre une dimension très importante. Il y a plus de monde aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, modestement, dans mon petit musée, qui est quand même le seul musée d'art culinaire en France, j'ai la chance d'avoir les moyens d'avoir une équipe de salariés de 6 personnes, de 6 jeunes femmes très dynamiques, dont 5 qui ont des masters, ce qui nous fait avancer à grande enjambée. Il y a des expériences entre nous qui peuvent être partagées. Il faut peut-être qu'on soit capable de communiquer entre nous peut-être mieux. Je ne sais pas moi comment écrire aux personnes qui étaient là cet après-midi. Est-ce que c'est confidentiel défense d'avoir un listing des membres de Défimed ou des participants? Mais je pense que moi j'ai beaucoup appris cet après-midi. J'ai un regret évidemment, c'est de ne pas avoir été dans l'atelier numéro 1 qui était en simultané. Et mon cher Eric, je suis à ta disposition pour d'autres actions. Merci beaucoup Richard. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ce qui a été dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ou est-ce que vous êtes épuisé? Anne-Cécile, qui n'est jamais épuisée, Anne-Cécile, de toute façon. Je ne suis pas épuisée, je suis épuisante peut-être, mais... moi, ce qui m'intéresse, parce que je ne maîtrise pas bien, je pense, et je pense que ça fait peut-être partie des sujets qui peuvent effrayer, c'est comment on mobilise une population. Parce que c'est un petit peu le sujet qui nous occupe en ce moment sur Provence Verte. On l'a testé, Eric. C'est comment on arrive à convaincre des élus, des gestionnaires de territoire, que non, ça ne va pas être compliqué d'associer la population, que non, on ne va pas se retrouver en réunion publique avec des arguments, des contre-arguments. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de voir un petit peu comment, dans d'autres territoires, dans d'autres contextes, on a mobilisé la population et qu'on a réussi à trouver des solutions et pas simplement à générer des conflits ou des prises de bec dans des réunions. Il y a d'ailleurs Hassan, donc tu as cette mission, il faut qu'on monte cet événement avec le président de la Comcom et
et Pierre, hein, on associera, parce que c'est sur son territoire. Alors là, faut faire attention. Hein. Mais comment mobiliser la population? Et toi, tu sais très bien le faire, hein, avec ce camping que tu es en train de monter, ce projet. Et puis Pierre, le festival Eldorado. Donc on verra comment on peut combiner ça. Mais début juin, premier week-end de juin, il paraît qu'il y a des élections. Mais bon, on s'en moque des élections. Et justement, oui, ça va nous défouler. Donc, Festival Eldorado, rassemblement dans les Pyrénées au-dessus de Tarbes de quasiment tous les métiers de la montagne, transhumance, quelque chose de magnifique. Et je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose avec le réseau des FIMED là-bas aussi. Voilà, se retrouver sur des lieux où on peut mobiliser aussi les acteurs du territoire qui participent à cette transmission de savoir-faire et de leur engagement écologique. André, ouais, tu veux réagir? T'as vu, moi je t'appelle pas Alain. Hein, ouais. Attends, on te donne le micro, André. Je t'embête. Merci, c'est effectivement le sujet crucial. Il ne faut pas qu'on reste entre nous. C'est un piège mortel. Donc, nous, on a émis quelques idées dans notre atelier. Il y a ce travail dans les écoles, c'est aller vers la population, si on va dans le primaire, etc. Évidemment, c'est du travail à long terme, mais en passant par les enfants, on touche quelquefois le reste de la famille. Et puis, on a évoqué aussi l'idée d'un appel à projet pour repérer et soutenir des créations de nouveaux lieux, et donc un appel à projet avec du financement participatif, etc. Ça, c'est très intéressant. Et donc, on a, avec le financement participatif, un levier formidable pour associer des gens très différents. Et peut-être qu'on peut trouver la martingale pour que ces contributeurs, on les ait en quelque sorte en lien, hein, en passant par les porteurs de projets ou je ne sais quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la vigueur et la pertinence de ces outils collaboratifs. Il faut s'en saisir et ils sont très, très appropriés par rapport à notre sujet. Ça, c'est tout à fait exact. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir soutenir des projets territoriaux dans lesquels il y a un appel à financement. Mais vous imaginez le côté sympathie, amitié qu'on peut créer, le réseau qu'on peut créer autour de projets de développement écotouristique avec des contreparties cadeaux sur place. Enfin bon, je pense qu'il y a des liens qui peuvent se créer, et tu as tout à fait raison, André. Mais c'est un souhait qu'on souhaite monter en Provence verte, hein, vraiment. Si on pouvait trouver un producteur, nous avons un leader et ça s'inscrit complètement dans le cadre de ce programme leader. Si on pouvait imaginer trouver rapidement un projet dans lequel on pourrait associer la population, mais c'est difficile. Hein. Il y a des territoires, je pense que c'est plus difficile que d'autres quand même, je pense sincèrement. Ça marche très bien si on a une institution qui parraine Et c'est ça, c'est ça. Oui, je voudrais intervenir. J'ai un regret. C'est que, en tant que producteur, ayant participé au Mythe au mois d'octobre, je m'attendais, dans cette sympathique réunion, d'avoir des témoignages locaux. C'est-à-dire que, moi j'ai participé, j'ai donné une journée, j'ai eu 80 visiteurs, j'ai eu une expérience certainement de tout ce que j'ai entendu. Présentez-vous, hein, vous êtes où Grotte de Baume obscure, sous téroscope, au-dessus de Grasse, dans le parc naturel des Préalpes d'Azur. Attractif, hein, du département, tu attires beaucoup de monde, hein, dans l'année, hein, déjà. Oui, d'accord. Et donc, ayant participé au mois d'octobre sur une journée, j'ai vu qu'il y avait d'autres participants. Et donc, ça aurait été bien d'avoir peut-être un témoignage de ce que ça a rendu, puisque j'ai répondu à un questionnaire hier ou avant-hier qui m'a été envoyé. Avez-vous été satisfait avec plein de questions, oui, non, etc. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une restitution pendant ces journées, au moins une évocation de cette journée. Et donc, autant je suis très national et je m'intéresse beaucoup à tout, mais on a fait des FIMED, pour moi, c'est Méditerranée. Donc moi, dès le départ, je m'attendais à ce qu'il y ait un sujet qui tourne autour de la Méditerranée. Mais là, j'adore les Pyrénées,
Mais les Pyrénées centrales, autant que j'adore, j'y vais régulièrement, je vais faire de la randonnée là-bas, mais j'aurais bien aimé que, puisque ça s'est organisé ici, qu'on ait un peu plus de participants qui soient intervenus ici. Alors, c'est une très bonne remarque. Pour être très transparent, très franc, il était prévu un événement demain à Grasse, uniquement sur ça. Et on ne l'a pas fait pour 2 raisons. C'est que je pense que je n'aurais pas survécu à demain soir si j'animais aussi l'événement de demain. Donc on s'est rendu compte que c'était trop chargé. Et deuxièmement, on n'a pas encore tout à fait assez de recul sur le mois de l'écotourisme et on aimerait s'accorder un peu plus de temps, justement, à commencer par le retour du questionnaire et de voir un petit peu la participation. Ce qu'on peut déjà dire au niveau du mythe, mais je pense que Mélanie vous en a fait un petit écho tout à l'heure dans l'atelier 1, c'est qu'on est très satisfait du nombre de participants de sites. Ça, c'est sûr que je crois que c'est 65 sites qui ont participé, donc je ne sais plus, 70, 80 portes ouvertes qui ont été organisées pendant tout le mois d'octobre. Là où, alors je parle à titre personnel, vous voyez, on n'a même pas eu le temps de débriefer. Cet événement nous a pris beaucoup d'énergie, hein, franchement. Là où moi je me pose des questions, c'est notre manière de communiquer. Et ça n'a rien à voir avec la communication, hein, qui a été excellente, mais notre manière de communiquer auprès de vous tous, les producteurs, parce que vous deviez intervenir en tant que réseau. Et beaucoup de producteurs ont attendu que Défimed leur amène du monde. Donc c'était une sorte de promotion publicitaire pour eux. Donc on a mal fait passer notre message, je pense, et il y a des producteurs qui n'ont pas eu de visiteurs, parce qu'ils ne se sont pas mobilisés de leur côté. Ils ont attendu que Défimed leur amène les visiteurs. Alors toi et puis d'autres, comme la Bigarade, etc., vous avez vos propres réseaux. Et là, immédiatement, dès que vous faites des portes ouvertes, il y a du monde. Hein, à Terre des Étoiles, à Agadir, l'écologe de Atlas, à Trencali dans les Pyrénées, SOS Grand Bleu, Archiplein, voilà, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Mais il y a des nouveaux venus qui n'ont eu personne et on a des retours en disant « Ah bah oui, mais on n'a eu personne, alors ça sert à quoi ?» Donc il faut qu'on parle ensemble et qu'on explique les choses en disant qu'on ne peut pas non plus faire des opérations comme celle-là. C'est pas de la promotion, tant mieux si ça vous sert et ça vous fait de la publicité, mais c'est pas de la promotion. Richard, on peut en parler parce que Richard, son musée, c'est un exemple. Il avait participé l'année dernière et il n'y avait eu personne. C'est ça. Hein. Donc voilà. Bon, l'objectif, je le dis devant Richard, c'est pas que le musée balance une pub en disant venez nous voir, on participe au mythe. C'est que le musée, avec son propre réseau, dit on participe à un mouvement euroméditerranéen en faveur de la sensibilisation des patrimoines naturels et culturels. Et ça, bon, on a mal communiqué, nous, Défimed, donc il y a un travail à faire. Ceci dit, on peut quand même être satisfait, c'est une première édition, du résultat d'avoir eu autant de volontaires. Et voilà, il y a un travail à faire, mais on est parti, on est toujours dans des actions pilotes. Donc on vous écoutera tous, c'est promis, sans doute début d'année 2022, ce qui sera l'occasion aussi de poser les choses pour 2022. Moi, je voulais juste rajouter qu'on est parti d'un petit noyau. On s'était vu en 2020 entre 2 confinements, hein, quand on faisait les portes ouvertes dans les Alpes-Maritimes. Et le principe des portes ouvertes des Alpes-Maritimes a été disséminé sur le pourtour méditerranéen, donc avec nos amis tunisiens, nos amis marocains. Donc on a essayé de voir un peu ce que ça pouvait donner aussi avec les territoires qui ont été nos partenaires financiers cette année. Hein, donc on a aussi des partenaires financiers, le département des Alpes-Maritimes, la Provence verte de l'autre côté. Donc on a insisté sur ces territoires-là pour les portes ouvertes. Maintenant, c'est évident que les portes ouvertes qui ont très bien marché sont les portes ouvertes qui avaient, comme vous, une très belle notoriété et un très bon réseau par vous-même. Donc voilà, donc peut-être que ça vient aussi de la taille de Défimed, qui pour l'instant n'est pas encore peut-être assez connu, mais peut-être qu'avec des événements comme aujourd'hui, on a quand même eu une demi-page dans ce matin. Excusez-moi, hein, mais bon, c'est un signe quand même d'une certaine forme de compter un petit peu. Donc petit à petit, je pense qu'on va avoir aussi une notoriété et il va y avoir, je pense, et c'est tout le mal que je souhaite à Défimed, qu'au bout d'un moment, il y ait cette bascule, c'est-à-dire que ça soit parce que c'est Défimed qu'on va y aller. Alors que là, les gens sont venus chez vous parce que c'est la grotte de la Baume Obscure et qu'ils connaissent et que c'est super. Voilà. Il y a une forme de militantisme à créer qui n'est pas du tout des gilets jaunes,
mais vraiment un militantisme positif, constructif. Et dans ce genre d'opération, il faut que tout le monde comprenne qu'on participe à un même mouvement euro-méditerranéen. Ouais, Nicolas, le micro est juste Nicolas. Nicolas Monco, pardon, parce qu'on ne te voit pas. Oui, d'accord, merci. Deux choses principales. La première, c'est au moment où on arrive au terme de ces rencontres, un message personnel à toi, Eric, parce qu'on s'est pas mal parlé en préparation de ces rencontres, y compris avec Philippe. Bravo, le coup est réussi, et ça donne des perspectives et de l'élan pour la suite. Je sais à quel point l'effort a été intense et dense de ton côté. Voilà, bravo à Eric personnellement. Deuxièmement, moi je serais un peu embêté, c'est dans la poursuite de ce que je disais ce matin, de repartir après toutes ces rencontres, toutes ces belles idées, et je reprends votre intervention, madame, au premier rang, mais comment on va faire en termes de méthode pour arriver, par exemple, à faire participer, pour mieux aussi croiser de façon cohérente et démonstrative, inspirante même, tourisme culturel et tourisme naturel et tout ce dont on a parlé. Les rencontres à table, en marge, ce qui s'est dit à la table, on reste sur notre faim parce que évidemment c'était tellement riche que les interventions n'étaient pas forcément extrêmement longues. Et est-ce qu'il n'est pas possible, au moins, non pas sur le monde entier, mais au moins pour ceux qui ont participé, pour l'embryon de réseau qu'on est en train de constituer, de pouvoir essayer d'avoir accès. Alors, je ne sais pas la forme que ça prend parce que je suis un dinosaurien en nouvelles technologies et je le revendique, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un espace partagé avec quelque part un login, quelque chose où on puisse se brancher parce qu'on a été participant de ces rencontres, où on puisse à un moment mettre 2-3 documents ressources qui peuvent être exploités par le copain dans un autre réseau, par effectivement en disant mais ça c'est une bonne idée, je veux fouiller, et quelque chose qui soit vivant au moins jusqu'à l'année prochaine. Pour pouvoir refaire le point et se dire on a pu partager entre-temps un début de communauté qui se crée pour échanger vraiment de l'info et de la méthode. Si au moins on partait avec ça, le réseau il commence à vivre pour de vrai et on se quitte sans véritablement se quitter. Bravo encore à toi, Eric. Alors, faut peut-être pas exagérer non plus quand même, je ne suis pas tout seul à Défimètre, donc je me suis beaucoup investi parce qu'on se parle avec Philippe. Mais il y a vraiment une équipe, hein. Je vous assure ils sont dans l'ombre, mais il faut arrêter. C'est vrai qu'on ne voit que moi parce que, vous le savez, je tiens à avoir la tête d'affiche et qu'on ne voit que moi. Mais sincèrement, il y a quand même un travail extraordinaire. Je citerai Patricia, voilà, qui n'en peut plus de Défimètre. Je pense que là, elle en rêve la nuit, le jour, de la communication. Donc Mélanie, qui nous rattrape toutes les erreurs et dont les miennes, et qui désespérée il y a des fois. Donc voilà, donc je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a un travail, qui est formidable et qui est fait dans l'ombre. Oui, Richard, tu voulais réagir. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire Guylaine et toi-même, Eric, et que l'on a évoqué dans l'atelier, c'est le faire savoir. Et donc je voudrais féliciter la chargée de communication parce que je ne me souviens pas d'avoir jamais vu une demi-page de Défimètre dans le Nice Matin. Et pour aller plus loin l'année prochaine, il pourrait y avoir la télévision, la radio. Dans la poursuite de ce que vient de dire monsieur, nous, on est parti de zéro il y a 5 ans. On a créé des réseaux sociaux. On a un compte Facebook. On a plus de 10 000 personnes. Donc, quand on veut communiquer, bing, on met sur le compte Facebook le compte rendu du dîner à Monaco, une interview à la télévision, etc. Ça se fait sur un clic. Donc, il faut spécialiser la chargée de communication dans les réseaux sociaux. Même chose avec LinkedIn, même chose avec Instagram, pour que Défimètre, pour tout ce que vous faites, soit mieux connu que vous l'êtes aujourd'hui. Et je suis sûr que vous allez le faire. D'ailleurs, on s'appuie sur des étudiants en stage maintenant chaque année, si les budgets tombent, mais on s'appuie sur des étudiants en stage, master, qui font un travail formidable, je dois dire, des étudiantes la plupart du temps. Et c'est là où il n'y a plus de frontières aussi. Ce qui est super intéressant, c'est d'embaucher Ibra et de l'associer, je dis ça, mais bon, qu'on puisse vraiment avoir des étudiants qui puissent nous aider et qui savent faire. Moi, je peux aider à l'EDEC et à Schema, et on les a déjà utilisés très utilement. Voilà. Et puis le compte Facebook, c'est gratuit. François, Huette. Oui, moi, je voulais dire quelque chose par rapport à Anne-Cécile, la demande de Anne-Cécile. Je pense que ce que vient de dire Nicolas est très intéressant, c'est que voilà, on commence à créer une communauté. Et on a vu cet après-midi lors de l'atelier que l'intelligence collective,
ça motive, ça dynamise, il y a plein d'échanges, etc. On vient tous de mondes différents. Ben, pourquoi justement ne pas faire des ateliers d'intelligence collective sur comment imaginer, comment animer la coopération justement dans les territoires par des rapports à ton projet. C'est-à-dire exactement qui est intéressé rejoint et on peut animer un atelier d'intelligence collective en présentiel ou en visio ou quoi que ce soit et justement aider. Et peut-être que c'est aussi un des outils qu'on peut mettre en place au sein des FIMAD, c'est de dire voilà, moi j'ai une problématique, est-ce que le réseau peut m'aider quoi. Et ça pourrait être super parce que là je ne pense pas qu'on a répondu à Anne-Cécile. Et elle va repartir avec son problème et elle va dire bah, ok, comment je peux faire. Et là je crois qu'on peut se nourrir les uns les autres parce qu'il y a vraiment une richesse intellectuelle immatérielle incroyable quoi. Voilà, merci. Oui, parce que c'est la force du réseau aussi. C'est peut-être l'un d'entre nous n'a pas la solution, mais quand on se met à faire du jus de cerveau, au bout d'un moment, on se dit bah, tiens, on pourrait essayer ça quoi. Et si on est assez nombreux aussi, on peut aussi préparer quelque chose, travailler ensemble. Bon, maintenant, on a quand même les outils, même si on est un peu loin. Moi, je vois l'espace collaboratif. Bon, bah, nous, en interne, on a notre espace collaboratif à DefiMed. Hein, on a notre... on voit bien cette année, on a travaillé à peu près dans tous les sens. Donc, il faudrait trouver un espace collaboratif. Il faut qu'on voit un peu comment ça se fait. Nous, on a travaillé pratiquement que comme ça cette année, à notre petite échelle de pilotage interne, je dirais. Donc, à voir. Hein, il faut qu'on voit avec ce qu'on peut nous proposer au niveau des nouvelles technologies. Hein, Van. Tout est possible. Il suffit juste d'avoir l'idée. Puis bon, ils sont pas tellement sollicités, Neris, donc on peut leur demander. Oui. Non, mais alors bon, je pense que vous me connaissez à peu près tous, enfin une partie d'entre vous. Il n'est pas question de rester dans des grandes théories. Et voilà, je déteste les événements one-shot, je l'ai toujours dit, où tout le monde s'embrasse, on a passé un bon moment, et à l'année prochaine, il faut qu'on fasse. Et puis moi, je suis désolé, mais je suis très préoccupé par la situation de la planète, et je tiens à ce que je suis convaincu, j'ai l'intime conviction qu'à travers vos réseaux et DefiMed, nous pouvons imaginer quelque chose de très novateur et qui puisse embarquer beaucoup de monde dans cette histoire. Un jour, je n'ai pas eu le temps d'en parler avec Pierre, mais je me demande si on ne doit pas devenir cette élite dont Pierre parle, cette élite pas supérieure, mais cette avant-garde, effectivement, de quelque chose de nouveau dans lequel on va, pionnier, dans lequel on va pouvoir imaginer autrement le tourisme et les pratiques touristiques. Après, reste le problème de la masse qui peut retrouver... Bon, ça, c'est un autre problème. Mais en écoutant beaucoup Pierre depuis pas mal d'années, je me demande si DefiMed, c'est pas ça. C'est pas un réseau d'élite qui va se co-construire des pratiques touristiques assez créatives et dans des sites hospitaliers et accueillants comme ceux de Hassan, encore une fois, Rébi et d'autres. Bon, voilà. En tout cas, on va débriefer, ce que je peux vous dire, on va débriefer à DefiMed très rapidement, puisque c'est prévu pour dans quelques jours tout cela. Il reste quand même le festival DefiMed Jeunes, parce que là, il y a quand même près de 200 jeunes qui vont être, j'espère, qui vont être connectés et en présentiel. Et là, c'est un autre chapitre qui s'ouvre aussi avec l'implication d'une jeunesse grandissante entre les rives avec DefiMed. On a beaucoup de choses à faire. On a ce Little Yeti avec l'Erasmus+. On a un nouvel Erasmus+, qui devrait tomber l'année prochaine. Donc il y a vraiment du travail à faire et il faut juste qu'on reste, Anne-France l'a souvent répété en tant que présidente de DefiMed, bien cadré, ne pas nous disperser parce qu'on est sollicité de plus en plus DefiMed par beaucoup de choses. Donc il faut qu'on reste dans notre chemin. Voilà. Et encore une fois, ne pas aller trop à l'est pour ne pas débarquer à l'ouest. Voilà. Eh bien, un grand merci pour votre attention, parce que ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Sincèrement, j'aurais cru qu'on serait 5 à cette heure-ci. Et en plus, il n'y a rien à manger après, donc je ne vous soupçonne pas de quoi que ce soit. Et en tout cas, c'était chouette de vous avoir. Et à très très vite tous. Je sais qu'on va se revoir pour certains d'entre nous très très vite. Merci pour votre attention.